Vite, pense à une forme. Il y a de fortes chances qu'il existe un pays qui lui ressemble. Bon, peut-être pas un dodécaèdre. Des courbes de la botte de l'Italie à l'étroite bande côtière du Chili, les pays du monde entier ont des frontières qui se distinguent pour toutes les bonnes raisons. Nous allons découvrir les formes de pays les plus étranges, cool et belles du monde. Certaines vous seront familières, d'autres vont vous surprendre. Si vous aimez ces explorations en géographie, pensez à vous abonner. Sinon, je vais devoir commencer à vendre des globes terrestres légèrement usagés sur eBay. Numéro 21, l'Italie. Pays des pâtes, de l'amour et du football. Ou devrais-je dire soccer. La forme de l'Italie est immédiatement reconnaissable sur une carte. C'est une longue jambe fine partant des Alpes au nord, dont le pied projette la Sicile dans la Méditerranée. Comme elle doit à Rennes, l'Italie doit beaucoup à la géographie, les Alpes étant le mur de la nature. Les envahisseurs ont jeté un coup d'œil et ont dit « Ouais, allons plutôt frapper à la porte de la France ». Le littoral sans fin est une rampe de 7500 km pour commerçants, pirates et marines qui ne pouvaient pas se mêler de leurs affaires. Être au cœur de la Méditerranée faisait de l'Italie le carrefour favori de tous. Romains, Grecs, Européens modernes. Un empire ? Félicitations. Vous y faites sûrement escale. C'est l'heure de la leçon d'italien. La péninsule se nomme l'Ostival. Qui a besoin de Duolingo ? Ça veut dire botte, et ce n'est pas une déclaration de mode. C'est 600 miles de jambes, laissant une empreinte de la vallée du Pô jusqu'à la mer. L'Italie n'est pas seulement une botte, c'est une botte avec des colocataires. 2 en fait. Le Vatican et Saint-Marin résident gratuitement dans ses frontières, tels des enfants n'ayant jamais quitté le sous-sol. L'Italie est l'assortiment de l'Europe. Volcans, montagnes, vignobles, plages, tout ce que vous voulez, c'est ici. Et chaque région ne pourrait pas être plus différente. Le Nord fait fortune. La Lombardie atteint 127% de la moyenne du produit intérieur brut européen. Pendant ce temps, dans le sud, la Calabre s'en sort à peine avec 56%. L'Italie avance en boitant sur des jambes inégales depuis des siècles, d'un pays long et mince à un autre, cette fois à l'autre bout du monde. Numéro 20, le Chili n'a pas seulement l'air long, il l'est vraiment. Il s'étend sur plus de 4200 km, mais son point le plus large ne fait guère plus de 350 km. Ce n'est pas un pays. C'est un gribouillage que quelqu'un a dessiné sur les marges de l'Amérique du Sud et qu'il a oublié d'effacer. D'un côté, les Andes, de l'autre, le Pacifique. Le Chili n'avait pas besoin d'un gars avec une règle. La nature l'a enfermé. Et ça frustre tous les cartographes depuis toujours. En 1881, l'Argentine et le Chili ont signé un traité pour se répartir la Patagonie, ignorant qu'elle était vide sur la carte. Seules les tribus autochtones qui y vivaient connaissaient la terre. Imaginez 2 voisins qui se disputent pour partager une maison où ils n'ont jamais été. Mais malgré tout cela, le Chili a beaucoup à offrir. Le Chili est le surdoué de la nature. Au nord, le désert d'Atacama, l'endroit le plus sec de la planète en dehors de l'Antarctique. Il évoque aussi un décor de cinéma pour tous les films de science-fiction. La Patagonie, des forêts tropicales denses, des fjords et des paysages qui donnent l'impression d'être sur une toute autre planète. Entre ces extrêmes, on trouve des volcans, des vignobles, des glaciers et un littoral qui ne cesse de surprendre. Près de 6400 km de côte. Pour un pays aussi étroit, le Chili domine plus de la moitié du continent. En parlant de pays minces, réduisons encore un peu plus l'échelle. Numéro 19. La Gambie, située en Afrique de l'Ouest, est un mince ruban de terre qui longe le fleuve Gambie. Comme un pays avec une couverture de sécurité liquide. Elle se faufile à travers le Sénégal, en murmurant « Excusez-moi, je ne fais que passer » avant d'atteindre l'Atlantique. Cela lui donne une forme assez unique. Qu'est-ce qui a causé cette forme ? Le colonialisme, le décorateur d'intérieur le moins apprécié de l'Afrique. Pour les Britanniques, le fleuve était un bien immobilier clé, reliant leurs avant-postes en Sierra Leone et au Ghana. Le hic, c'est que la Grande-Bretagne contrôlait le fleuve, mais pas les terres de chaque côté. Et ça, c'est un vrai problème. Au XIXe siècle, la France a changé de tactique. Ils se sont rapprochés petit à petit du fleuve Gambie. La Grande-Bretagne a paniqué et a renversé son thé, puis a estampillé la Gambie comme protectorat. En 1888, la France a cédé à regret le fleuve à la Grande-Bretagne. Les 2 rivaux se sont assis pour se partager la terre, en ignorant totalement les habitants qui y vivaient. Les empires, n'est-ce pas ? La Grande-Bretagne a écrasé toute résistance et verrouillé les frontières de la Gambie. Des empires où le soleil ne se couche jamais aux paradis fiscaux, où le soleil brille toujours.
Numéro 18. Monaco est petit, mais se distingue par son glamour, son élégance et sa richesse enviée par beaucoup. Situé entre la France et l'Italie, il borde la Méditerranée sur une étroite bande de terre. C'est moins un pays qu'un supplément de luxe. Monaco ressemble à une carte postale taillée dans la réalité. Une carte postale très chère. C'est minuscule, étincelant et incroyablement riche. À peine 0,7 miles carrés de littoral, rempli de casinos, de yachts et de rues urbaines, qui servent aussi de circuit de Formule 1. C'est le pire cauchemar d'un agent de la circulation. Sur une carte, elle apparaît à peine comme une tache en forme de croissant sur la Riviera. Mais chaque centimètre respire l'argent. C'est comme un micro-État qui a décidé de se déguiser en empire. Et honnêtement, il s'en sort plutôt bien. Traversons la Méditerranée et visitons notre prochaine forme étrange, la numéro 17. La Croatie a une forme vraiment fascinante. On dirait qu'elle fait un câlin maladroit à la Bosnie, et pas un câlin amical. La Bosnie n'a que 19 km de côte à Naum, plus un dos d'âne qu'une vraie plage. Naum traverse même la Croatie. Si vous conduisez vers le sud, vous quittez la Croatie, entrez en Bosnie, puis vous rentrez à nouveau en Croatie. Tout ça juste pour atteindre Dubrovnik. Pensez au tampon sur le passeport. Pourquoi cette étrange configuration? Du drame, beaucoup de drame. Venise et les Ottomans se sont disputés la Dalmatie pendant des siècles. Comme un enfant lors d'un divorce, Dubrovnik s'est retrouvé au milieu. Au XVIIe siècle, Dubrovnik était techniquement indépendante, mais elle payait son argent de poche aux Ottomans pour sa protection. En 1683, la guerre éclate. Dubrovnik panique, craignant l'arrivée des ennemis des Ottomans. Leur solution: céder une petite bande côtière aux Ottomans comme sacrifice humain, comme bouclier humain. Ça a marché. Mais la Bosnie a hérité de la portion de plage la plus triste du monde. C'était un coup vraiment génial. Quiconque voulait se rendre à Dubrovnik devait d'abord affronter les Ottomans. L'inconvénient, c'est que la Croatie s'est retrouvée avec une enclave. Aujourd'hui, les touristes doivent franchir une frontière rien que pour atteindre la plage. C'est gênant, oui, mais parfait pour les globetrotters. Assez parlé du drame des côtes européennes. Allons vers l'Est, numéro 16. L'Inde est l'un des pays les plus faciles à repérer. C'est un immense triangle qui pointe vers l'océan Indien. Au nord, l'Himalaya agit comme un panneau naturel, entrée interdite. D'un côté, la mer d'Arabie. De l'autre, le golfe du Bengale. La géographie lui a tout donné. Des déserts, des jungles, des moussons. Comme un buffet climatique. Elle possède aussi l'une des frontières les plus animées de la planète. 6 voisins et le Bangladesh, le plus bruyant. Ce chaos a débuté en 1947 lorsque la Grande-Bretagne a quitté le sous-continent. Ils ont donné à un avocat 5 semaines pour découper des millions de vies. Ça ne s'est pas bien passé. La nouvelle frontière a privé des villes entières de cliniques, d'écoles et de passeports, piégeant les habitants dans un entre-deux. Près de 12 millions ont tenté de fuir, jusqu'à 1 million ont péri dans le chaos. La partition n'était pas un plan bien préparé. C'était comme griffonner ses devoirs juste avant le cours. Il a fallu près de 50 ans pour clarifier le chaos des frontières. Et aujourd'hui encore, la ligne de 4000 km reste un labyrinthe de zigzags et de détours. C'est plus compliqué que ma vie amoureuse. Sur la carte, cela forme un crochet dentelé qui engloutit presque le Bangladesh comme un Pac-Man affamé. Jusqu'ici, notre pays n'a été qu'une déclaration de mode. Un autre qui s'est transformé en circuit de course et en dispute frontalière, prouvant que même les pays ne sont pas toujours sympas avec leurs voisins. Continuons cette visite géographique géométrique numéro 15. La Namibie paraît simple au premier coup d'œil. Un rectangle, l'océan d'un côté, des voisins de l'autre. Tout va bien, mais regardez ici en bas. Vous voyez cette étrange bande qui s'étend vers l'est? C'est la bande de Caprivi. Le reste de la Namibie, ce sont des déserts, des montagnes et la côte des squelettes. Un endroit tellement métal qu'on dirait qu'il a été nommé par des ados rebelles. Mais cette petite bande, elle ressort comme un bug sur la carte. Un accident qu'on ne peut pas ignorer. Elle s'étend sur environ 450 km du nord-est jusqu'au fleuve Zambèze. Ensuite, elle change un peu, variant d'environ 30 à 100 km de large. Les humains l'évitent surtout à cause des inondations et d'un sol pauvre. Les antilopes et les gnous, eux, restent présents. Alors, pourquoi la Namibie a-t-elle ce bras étrange? Devinez. Exactement, c'est notre vieil ami, le colonialisme, nommé d'après le chancelier allemand, Léo von Caprivi.
Il l'a échangé en 1890 comme un gamin qui échange des cartes de baseball. L'Allemagne pensait avoir obtenu une autoroute fluviale vers l'océan Indien. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée avec les chutes Victoria, qui bloquaient le passage. Les Britanniques le savaient sûrement, mais ont oublié de le mentionner. Donc, au lieu d'une autoroute aquatique, l'Allemagne a hérité d'un marécage rempli d'animaux et d'un casse-tête frontalier. Ça agace les gens depuis tout ce temps. Les Allemands n'ont jamais su quoi en faire. L'Afrique du Sud s'en est occupée un temps, puis c'est finalement la Namibie qui en a hérité. Aujourd'hui, c'est moins un corridor précieux qu'une sorte d'appendice géographique. Ça ne sert pas à grand chose, mais ça existe. Numéro 14. Rwanda. Un tout petit pays, à peu près de la taille de l'État américain du Maryland. Le Rwanda est encerclé de tous les côtés. Le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda et la République démocratique du Congo l'entourent tous. On l'appelle le pays des 1000 collines. C'est mignon, jusqu'à ce qu'on essaie de marcher. Les montagnes des Virunga, dans le nord-ouest du Rwanda, abritent le point culminant du pays, le Karazimbi, qui atteint près de 15 000 pieds. Le Nil et le Congo, deux grands fleuves mondiaux, traversent le pays, tandis que le lac Kivu en marque la frontière ouest. Petit pays, mais la nature y semble avoir réuni toutes les caractéristiques possibles. Les frontières du Rwanda, un autre cadeau colonial qui continue de faire des vagues. Aujourd'hui, les Rwandais soutiennent qu'une partie de l'Est du Congo leur appartient légitimement. C'est une revendication fondée sur des liens précoloniaux et 3 cartes hâtivement dessinées par les Européens, avant d'arriver au Kivu. Ils supposaient surtout. En 1884, les Allemands ont déplacé la frontière sur des terres congolaises. Une autre carte a presque coupé le Rwanda en deux, et une troisième y a ajouté sa propre interprétation. C'était de l'improvisation cartographique, alimentant encore aujourd'hui les conflits régionaux, plus d'un siècle après. Ensuite, nous passons des frontières complexes de l'Afrique à l'Asie du Sud-Est. Numéro 13. La forme de palmier du Laos s'explique par la géographie et roulement de tambour. Voici la politique. Le tronc mesure 1050 km du nord au sud. À l'ouest, le fleuve Mékong sert de frontière naturelle avec la Thaïlande. À l'est, les montagnes Annamites ferment la porte avec le Vietnam. Ainsi, le Laos s'est retrouvé avec un corps mince, tandis que les pays plus massifs le regardent du coin de l'œil. Au sommet, le triangle d'or, où Laos, Myanmar et Chine se rejoignent. Oubliez les brochures touristiques. C'est l'un des carrefours de contrebande les plus notoires au monde. L'opium en sortait autrefois. Les Français l'ont verrouillé à l'époque coloniale. Rien ne symbolise mieux le progrès que d'avoir le plus grand supermarché de drogue mondial. Le Laos détient aussi un record mondial. Youpi, c'est le pays le plus bombardé de la planète. Entre 1964 et 1973, les États-Unis ont largué plus de 2 millions de tonnes de bombes ici, soit davantage que sur l'Europe durant la Seconde Guerre mondiale. C'est exagéré. Le Laos n'était plus un pays, mais une cible de fléchettes. Sous ce couvert feuillu, il y a 70% de montagnes, 18 groupes ethniques et une rivière dominante. Et un rappel que la géographie dessine des formes, mais que la politique laisse des cicatrices. Alors, depuis un palmier bombardé, allons vers un pays qui porte le jeu de cache-cache à un tout autre niveau. Numéro 12, le Lesotho. C'est en gros le colocataire de l'Afrique du Sud qui n'est jamais parti. C'est l'un des 3 seuls pays au monde entièrement engloutis par un autre. Le Lesotho, ce ne sont que des montagnes. Ses frontières ont été sculptées par le Drakensberg en une forteresse de crêtes et de vallées. Pendant le Mexicaine des années 1800, alors que les guerres dispersaient les tribus à travers l'Afrique australe, les Basotho se sont unis et ont construit leur propre royaume de montagne. Pendant ce temps, je construis des forts en coussin dans ma chambre d'amis. Mais ensuite, le roi Meshueshe, j'ai accompli l'impossible dans les années 1800. Il a réellement réussi à faire en sorte que les gens se mettent d'accord sur quelque chose. Il a uni les clans, mais les Européens n'ont pu s'empêcher de semer le désordre. Les Boers voulèrent des terres, les Britanniques voulèrent le contrôle, et le Lesotho s'est retrouvé pris entre deux feux. En 1868, Meshueshe en a eu assez, et a appelé la Grande-Bretagne à l'aide. Le Basutoland est né, un protectorat qui a subsisté jusqu'à l'indépendance en 1966. Les frontières n'ayant jamais changé, le Lesotho reste enclavé dans l'Afrique du Sud comme un timbre-poste. Un point montagneux est têtu sur la carte. Du Lesotho, enclavé en Afrique du Sud, à une république indépendante. Différents continents, même géographie étrange. Numéro 11. Nakhitchevan est la pièce manquante du puzzle de l'Azerbaïdjan.
C'est une enclave isolée du territoire principal, située entre l'Arménie, l'Iran et la Turquie. Environ 2100 miles carrés enclavés. Si proche, mais pourtant si loin. L'endroit est aussi ancien. Des gens étaient ici à l'époque paléolithique, et sa capitale est mentionnée par tout le monde, des érudits grecs aux historiens arméniens. Au fil du temps, elle fut perse, mongole, arménienne, turque, tout le monde est passé. Être si populaire doit être agréable. Les soviétiques l'ont finalement reconnue comme république autonome. Autrement dit, la situation reste complexe. La terre ne facilite pas les choses. Des montagnes dominent les frontières arméniennes et iraniennes, avec le mont Kapouj, qui atteint près de 12 800 pieds, non pas que c'est, hein. Ensuite, il y a la rivière Arax, qui serpente au sud, alimentant des barrages, et puis il y a la montagne du serpent. Selon la légende, elle se serait fissurée quand l'arche de Noé l'a percutée. Bon constructeur de bateaux, mais piètre marin. Les frontières et l'histoire de Najvan sont complexes mais jamais ennuyeuses. Jusqu'ici, nous avons vu des enclaves immobiles, des côtes sculptées par la nature, et des royaumes montagneux logés chez de plus grands voisins. Voici notre top 10. Avez-vous une forme de pays favorite? Dites-le moi en commentaire. Numéro 10. Japon. Nation insulaire à temps partiel, hippocampe à temps partiel, ici c'est Hokkaido. C'est la tête. Honshu forme le corps. Shikoku pend comme une nageoire ventrale. Et Kyushu est la queue. L'ensemble s'étend sur environ 3000 km, mais il est parfois si étroit qu'on peut le traverser en voiture en moins d'une heure. Ces îles se trouvent juste sur le Pacifique. La ceinture de feu, ça sonne mystique. En réalité, c'est juste la pire bague d'humeur de la Terre. Séismes et volcans à répétition. Sérieusement, plus de 100 sont actifs. C'est la version japonaise d'une poussée d'acné constante. Environ 70% du terrain est constitué de montagnes. Le mont Fuji domine la nation, avec près de 12 400 pieds de hauteur. Terrain plat. C'est comme chercher un endroit calme dans le métro de Tokyo. Alors les villes se serrent sur les côtes. Près de 18 500 miles de littoral. De splendides littoraux, mais aussi le centre des tsunamis. Donc les cours de natation sont indispensables ici. C'est une question de survie. Les volcans et les tsunamis sont une chose. Mais que se passe-t-il lorsque l'histoire entre en jeu? Relier les points avec des pays sentiers. Numéro 9. La frontière entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Indonésie a une histoire marquante. H. Les frontières avec l'Indonésie s'étendent sur près de 800 km, à travers des jungles, des rivières, des marécages, Imododo et les montagnes escarpées de l'Étoile. Et tout cela, c'est grâce à l'Europe. Au 19e siècle, les puissances coloniales ont découpé l'île comme une pizza, tant qu'il n'y avait pas d'ananas. Des familles se sont retrouvées séparées dans différents pays, sans repère clair pour localiser la frontière. Ce type de frontière n'existe que sur le papier. On divise d'abord, on explique après. Des frontières fictives de Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous allons en Afrique du Nord, où 2 petits avant-postes européens subsistent sur la côte. Numéro 8. Ceuta et Melilla sont les 2 morceaux d'Afrique de l'Espagne. Ce sont des villes fortifiées perchées sur la côte marocaine qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont jamais été rendues. Ceuta a été prise par le Portugal en 1415, puis remise à l'Espagne en 1668. Melilla est venue plus tard, saisie en 1497 pendant la Reconquista. Depuis, ces 2 villes sont devenues l'équivalent européen des propriétés en bord de mer. Il s'agit moins de la vue que du contrôle de ceux qui naviguent dans le détroit de Gibraltar. Considérez-les comme les invités d'une fête chez l'Espagne qui ne sont jamais partis, restant bien au-delà de ce qui était prévu. Situées aux portes de l'Afrique, Ceuta et Melilla sont des biens immobiliers de choix. Dommage qu'elles soient entourées de clôtures garnies de fils barbelés et de caméras. Pas vraiment dignes d'Instagram. Le Maroc les réclame depuis son indépendance en 1956. L'Espagne affirme qu'elles sont aussi espagnoles que les tapas et cathédrales. Rien ne sera résolu. Le résultat? Un bras de fer politique qui dure depuis des décennies. Passons maintenant à Bornéo, où un pays a réussi à se retrouver avec une forme de puzzle, avec une pièce manquante. Numéro 7. Brunei n'est pas vraiment un seul pays, mais plutôt 2 morceaux. L'état de Sarawak en Malaisie le traverse, laissant la partie principale à l'ouest, et le district pauvre de Temburong isolé de l'autre côté du corridor de Limbang. Il reste là, comme un invité maladroit dont personne ne parle à la fête. En 1890, les Rajas blancs du Sarawak ont annexé Limbang au Brunei lors d'une cession involontaire. C'est du jargon bureaucratique pour dire « c'est à moi ».
Cette perte a divisé le Brunei en deux, créant les frontières étranges d'aujourd'hui. Un accord de 2009 avec la Malaisie a apaisé la situation. Mais le Brunei tient toujours à l'imbang, car céder n'est visiblement pas leur point fort. Imaginez Kling X, mais avec davantage de jungle et de points de contrôle. Aujourd'hui, la frontière traverse la forêt tropicale, surgissant dans des couloirs étroits, comme des rappels d'une histoire immobile. Des morceaux divisés du Brunei jusqu'aux Caraïbes, où une étroite bande de terre s'avance entre le Guatemala et le Mexique. Numéro 6. L'extension sud du Belize s'avance comme un doigt, essayant de toucher la mer des Caraïbes. Ce doigt mince n'était pas un accident. Au XIXe siècle, les puissances coloniales se disputaient chaque centimètre de côte, et cette bande de terre était dans leur ligne de mire. L'Espagne l'a d'abord revendiquée, puis l'a laissée au Guatemala et au Mexique. La Grande-Bretagne est ensuite intervenue pour sécuriser les routes commerciales. Le résultat fut le traité Wai'iki-Chinena de 1859 qui a tracé les frontières. Voyez-le moins comme un accord frontalier, et plus comme des enfants se disputant le dernier bout de littoral. Le Guatemala a revendiqué le Belize bien après son indépendance. Il semble que les frontières ne soient jamais vraiment définitives. Dans la mince bande sud du Belize, la frontière serpente le long des rivières et des forêts, épousant chaque obstacle qui se trouvait sur son chemin. Le résultat, c'est une porte d'entrée vers les Caraïbes, qui fait aussi office de mélange culturel. Espagnols, autochtones et vestiges coloniaux britanniques, tous entassés sur une même bande de terre. Espérons que les Britanniques n'ont pas influencé la cuisine. Nous avons vu la Papouasie-Nouvelle-Guinée devenir un projet colonial raté, et les deux territoires africains de l'Espagne qui refusent maintenant de partir. Prêt pour le top 5 ? Attendez de voir comment le numéro 3 a obtenu sa forme. Numéro 5. Le Paraguay est l'un des pays enclavés malchanceux d'Amérique du Sud. Il a la forme d'un rectangle avec un problème d'identité. Deux rivières forment la majeure partie des frontières, le Paraguay et le Paraná. L'une serpente vers le sud-ouest avec l'Argentine et la Bolivie. L'autre délimite l'est avec le Brésil et l'Argentine. Encore une fois, c'est bien fait, non ? Sauf que chaque méandre de ces rivières est en fait la cicatrice de siècles de conflits, de traités et de guerres. L'influence majeure ? La guerre de la Triple Alliance. Dans les années 1860, le Paraguay a affronté l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay, et a subi des pertes territoriales. Pourquoi lutter contre un seul ennemi quand on peut foncer ? Ça s'est mal fini. Le Paraguay a perdu des terres et a été réduit à son bassin fluvial actuel. Aujourd'hui, il est coincé entre trois voisins, sans littoral en vue, s'accrochant à ses rivières pour le commerce et la survie. Mais au moins, c'est un rectangle. Les frontières du Paraguay sont complexes, mais on trouve encore le pays entier. Prochain endroit sur la liste ? Moins de chance. Numéro 4. La frontière entre le Tadjikistan et l'Ouzbékistan ressemble moins à une ligne qu'à une mauvaise blague. Elle s'étend sur plus de 1300 km de terrain difficile, et grâce à la planification soviétique, elle est parsemée d'enclaves. De petits îlots d'un pays isolé dans l'autre. Imaginez du gruyère, mais bien moins appétissant. Les soviétiques l'ont tracé ainsi pour mélanger les groupes ethniques et contrôler les ressources, pas pour faciliter la vie de qui que ce soit. Aujourd'hui, les habitants traversent des frontières internationales pour accéder à leurs terres ou voir leur famille. Imaginez devoir avoir un passeport juste pour emprunter une tasse de sucre, poste de contrôle, frontières en zigzag et tracés sur lesquels personne ne peut se mettre d'accord. On dirait que les soviétiques ont laissé des enfants dessinés au crayon de couleur. Et toute l'Asie centrale a hérité de tensions, de paperasse et de maux de tête quotidiens. On dirait moi pendant la saison des impôts. Quand on ignore la géographie et la culture, on ne crée pas une frontière. On crée un vrai bazar. Il est temps de passer à notre top 3. Faites vos paris. Parce que si les dernières frontières ressemblaient à un projet artistique de Bambin, attendez de voir ce qui arrive en tête de liste. Numéro 3. La République démocratique du Congo est immense, mais sa particularité la plus étrange est une fine extension vers l'Atlantique, appelée le pédoncule du Congo. Nom drôle, forme drôle. Les puissances coloniales l'ont laissé ainsi pendant la ruée vers l'Afrique, découpant le territoire comme un gâteau. La République démocratique du Congo a eu les miettes, avec un doigt maladroit de littoral pour s'en vanter. Lorsque le roi Léopold II a découpé l'État indépendant du Congo comme sa colonie personnelle, les frontières n'étaient pas basées sur la géographie ou la culture. Il s'agissait de faire de l'argent. Le pays regorgeait de ressources, ce qui attira ensuite les puissances européennes. Le Congo s'est retrouvé avec des frontières droites, des renflements et des péninsules étranges. Mais bon, au moins c'est intéressant. Le bras occidental étroit n'était pas un accident.
Il a été conçu pour offrir à la colonie un accès à l'Atlantique, facilitant l'exportation de l'ivoire, du caoutchouc et des minéraux. Le fleuve Congo a dessiné quelques frontières à l'intérieur, mais ce n'était pas suffisant. Quand il y a de l'argent à gagner, ce ne sont pas les rivières qui tracent les frontières, ce sont les dirigeants coloniaux. D'un bras étroit à l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Numéro 2. Les frontières de la Corée du Sud datent de 1945, lorsque les États-Unis et l'Union soviétique ont divisé la péninsule au 38e parallèle. C'était censé être temporaire, mais ça ne l'a pas été. En 1948, deux Corées se faisaient face, chacune se disant l'unique légitime. Comme dans ce mème de Spider-Man. En 1950, la Corée du Nord a franchi la ligne. Littéralement. La guerre de Corée a fait des millions de morts et a ravagé la péninsule. 3 ans plus tard, la guerre s'est terminée là où elle avait commencé, juste autour de cette même ligne arbitraire. Alors il faut se demander, est-ce que ça en valait la peine ? En 1953, l'armistice de Corée a créé la zone démilitarisée. C'est une zone tampon de 27 miles ici. Tampon suffit. Au milieu, il y a la ligne de démarcation militaire. C'est comme la ligne de front, mais sans action. Aucun traité de paix n'a jamais été signé. Techniquement, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont toujours en guerre. Ils sont juste nuls pour organiser les choses. La suite. La zone démilitarisée traverse montagnes, rivières, gardée par des soldats. C'est moins une frontière qu'une salle d'attente parmi les plus tendues au monde. Et maintenant, nous avons atteint la forme de pays la plus étrange de toutes. La nation qui ressemble à quelqu'un qui a perdu un combat. Avec un compas et une règle. Numéro 1. La forme de la Thaïlande dépend de la personne à qui vous demandez. Certains disent une hache, d'autres disent une tête d'éléphant. Le nord est toujours la partie supérieure surdimensionnée. Le sud, la fine péninsule qui s'accroche. Le nord de la Thaïlande, c'est que des montagnes pointues. Cette forteresse naturelle a déterminé l'installation des habitants et déformé les frontières autour d'elle. On l'appelle la colonne vertébrale du pays. Vers l'est, on atteint le plateau de Korat, une bosse sèche sur la carte. D'une manière ou d'une autre, on l'a baptisé l'oreille d'éléphant. Si tu plisses les yeux et imagines bien, ça y ressemble un peu, Smack. Le bassin du Chao Phraya et le grenier à blé est le centre du pouvoir national. Celui qui contrôlait cette vallée contrôlait la Thaïlande. Considérez-les comme le joueur 1. Les frontières qui l'entourent ont été façonnées par des royaumes combattant des colonisateurs, traçant des lignes et parfois une montagne. La péninsule du Sud servait au commerce et au contrôle. Mais aujourd'hui, elle donne juste l'impression que la Thaïlande a une queue. Des siècles de traités ont finalement fixé les frontières. La forme ressemble encore à un assemblage de pièces détachées. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors pensez à vous abonner et à activer les notifications. Cela fait vraiment la différence. Merci encore. À la prochaine sur Mapak.